Et nous sommes de retour au plateau après le journal. Nous retrouvons nos invités pour la suite de cette émission. Nous parlons de notre troisième sujet, AES retrait. La CEDEAO attire l'attention sur les conséquences de cette décision lors de la 53e session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO tenue ce 24 février à Abuja au Nigeria. Les chefs d'État et de gouvernement dans leur communiqué final sont revenus sur la situation des États membres de l'AES qui ont annoncé fin janvier le retrait de la communauté sous-régionale. La CEDEAO rappelle aussi les conséquences de ce retrait, conséquences autant sur le plan politique, institutionnel, socio-économique et sur plusieurs plans. L'organisation est revenue aussi sur les bénéfices qu'ont pu avoir ces pays en étant membres de la CEDEAO et quelque part des financements dans la lutte contre le terrorisme pour l'implémentation de projets de développement à la base, soit mobilisés par la CEDEAO elle-même, soit par l'UMOA, soit le soutien que la communauté a apporté à ces États à l'échiquier international, peut-être pour positionner leurs ressortissants à des postes de responsabilité dans des institutions internationales comme peut-être l'Organisation des Nations Unies ou l'Union africaine ou ailleurs. La CEDEAO a martelé en fait ce qu'ont bénéficié ces États et une histoire de leur dire quand vous nous quittez, vous perdez tous ces avantages-là. Et aussi l'organisation est revenue sur les conséquences de ce retrait pour peut-être les entreprises de ces États membres, les ressortissants de ces pays qui se retrouvent dans les autres pays membres de la CEDEAO. Je voudrais bien commencer par vous, Louis Kamako. La CEDEAO, lors de ce communiqué, peut-être une manière de leur dire vous voulez quitter la barque, mais rappelez-vous qu'on vous a quand même aidé, et si vous quittez, vous allez perdre tous ces privilèges. Oui, je sais, je pense que le Nigeria, et le Niger, le Burkina Faso et le Mali sont conscients de la situation. Ils ont analysé le pour, le contre avant de décider de leur retrait de cette institution-là. Je pense que tout ce qui se dit, j'ai l'impression j'ai envie de dire que la CEDEAO a fait sous position comme un avocat de diable et en le faisant, il joue au mauvais perdant parce que au lendemain de cette décision-là, je fais partie de ceux qui ont dit sur ce plateau que moi je ne vois pas ces trois États-là de l'AES et quitter en fait la CEDEAO pour revenir du jour au lendemain. Ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait au préalable. Même si on leur rappelle tout ce qu'ils perdent, c'est pas la peine, ils vont pas revenir. Est-ce que tout ce qu'ils disent, est-ce que tout ce que vous venez de mentionner là, est-ce qu'on a une fois remarqué cela en fait en étant membre en fait de la CEDEAO? Est-ce qu'il y a un seul pays de cette communauté-là qui sera en mesure de vous dire aujourd'hui que moi je fais partie de la CEDEAO et que j'ai bénéficié de tel avantage? Non, c'est ça, c'est ce que la CEDEAO dit. Mais ils ont bénéficié de ces avantages-là. C'est de bonne loi, c'est pour la CEDEAO de se défendre. C'est-à-dire que c'est pour vous dire que c'est un commerçant qui va au marché, il ne peut jamais dire que sa marchandise est de mauvaise qualité. Est-ce que vous voyez? Donc la CEDEAO est en train de se vendre aujourd'hui cher aux États de l'AES. Et je pense que malheureusement ça ne va pas aboutir parce qu'on a eu même à écouter des présidents qui sont aujourd'hui devenus des premiers décideurs de cette institution-là. Je veux parler de Patrice Talon qui nous a dit ici vêtement que la CEDEAO n'a pas grand-chose. Si un président qui était même prêt à envoyer cet ordre au fond, qui était même prêt à envoyer ses militaires au Niger pour justement faire revenir Bazoum au pouvoir et qu'à un moment donné il dit que la CEDEAO n'a rien, il n'a pas grand-chose, la CEDEAO n'a pas grand-chose, ça veut dire ce que ça veut dire. Il faut le prendre dans son contexte. Est-ce que la CEDEAO aujourd'hui, est-ce que son existence profite en fait au peuple? Ça fait très longtemps qu'on nous a dit qu'on veut avoir maintenant une CEDEAO des peuples. Dans tout pays, je pense que ce qui importe pour les populations, c'est l'intérêt. Quand l'intérêt de la population n'est pas privilégié, donc je pense que ça ne vaut pas la peine. Mais honnêtement, Louis, est-ce que la CEDEAO n'a quand même pas apporté quelque chose pour la population? On a plus de facilité à aller par exemple au Nigeria ou au Burkina. Attendez, on a plus de facilité. Laissez-moi terminer d'abord. On a plus de facilité à aller au Burkina qu'aller par exemple au Gabon. Ça c'est un fait, on ne peut pas l'imiter quand même. Donc tu penses que tu as la facilité de franchir la frontière? On a plus de facilité à aller au Burkina qu'à aller au Gabon. Est-ce que c'est si nous faisons partie d'une même communauté, d'une même union, et que par exemple pour franchir la frontière Togo-Ghana,
il te faut, c'est la croix et la bannière pour toi. S'il faut aller peut-être à Dakar, au Sénégal par exemple, tu dois forcément montrer ton passeport, ta carte jaune, on te demande tous les documents, même parfois tu es même obligé, bon je ne veux pas exagérer, mais c'est quoi en fait, qu'est-ce qu'on bénéficie de ça? S'il n'y a même pas la libre circulation des personnes et de biens, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, tout cela n'est pas d'actualité, donc ça ne profite à personne. C'est pour vous, la CEDEAO n'a pas profité. Non, mais peut-être ça profite en fait aux chefs d'État qui sont... Non, ne parlons pas des chefs d'État. Le débat c'est aussi ça. Les populations, moi on n'a aucune retombée. On n'a aucune retombée en fait. C'est-à-dire qu'on ne voit pas en quoi est-ce que cette CEDEAO-là nous est bénéfique. Je t'ai cité tout à l'heure les tracasseries que tu es obligé de faire quand tu veux franchir. Le problème est que pour aller dans une autre sous-région, vous allez faire pire que cela. Quelle région par exemple? Tu parlais du Ghana? De l'Afrique centrale, si vous voulez, en Afrique du Nord par exemple. Ça peut se comprendre parce qu'on n'est pas dans une même communauté, mais quand vous parlez des États qui sont dans la même communauté, quand vous parlez de l'Union européenne, vous avez le visa Schengen, je pense que vous avez la possibilité de circuler dans tous les pays de l'espace Schengen. Oui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous êtes obligé de présenter tous vos pièces, vos passeports et tout ça. Et ça nous complique la situation. Même au niveau de la frontière du Ghana. Bien sûr, la frontière du Ghana, c'est encore pire. Je vous dis, pour la frontière du Ghana, c'est encore pire. Moi, je suis là, il y a des choses en fait qu'on ne peut pas déballer ici comme ça tout doigt. Et même les chefs d'État et les ministres du gouvernement en sont conscients qu'on n'a jamais, que cette rédaction-là n'a jamais été bénéfique pour nous, le peuple. Peut-être, bénéfique peut-être pour eux, parce qu'à un moment donné, eux, ils se protègent. Et ils se protègent quand quelqu'un veut faire un troisième mandat, ils trouvent des alibis, des arguties pour le défendre. Sinon, je ne vois pas pourquoi est-ce que jusque-là, la CEDEAO n'arrive pas à taper du poing sur la table et demander à Macky Sall d'organiser les élections. C'est aussi ça que ça. Donc si à un moment donné, les gens sont dans la distraction, les gens sont peut-être dans un syndicat qui sont cautionnés, qui sont solidaires dans le mal, et que des États ont compris que ça n'avantage pas l'Afrique, ça n'avantage pas le continent, il faut faire autrement. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va essayer de tenir des discours pour les faire venir. C'est un discours en fait de distraction. C'est un discours qui ne vaut pas la peine. Je conseille à la CEDEAO peut-être d'économiser son énergie et de se focaliser en fait sur les crises qui secouent actuellement la sous-région. Alors pour vous, la CEDEAO, comme vous le disiez en début, joue au mauvais perdant. C'est pas la peine d'espérer ramener ces pays au mauvais perdant, parce que avant que ces pays ne quittent la CEDEAO, il y a un dicton qui a été fait. Il y a une nation, ils ont également pensé en fait aux conséquences qui pourraient en découler, et ils ont jugé que en sortant de cette institution, ça leur sera bénéfique en fait. Donc je ne vois pas pourquoi ils vont revenir en arrière. Merci beaucoup à vous, Louis Gamako. Alors, Abaili, la CEDEAO a quand même étalé dans son communiqué final un certain nombre de mesures qui avaient profité à ces États, aujourd'hui membres de l'Alliance des États du Sahel, de Paris, du Burkina, du Mali et du Niger, qui ont annoncé leur retrait de l'organisation sous-régionale. L'organisation a cité les intérêts, en tout cas les avantages que ces pays ont eu au plan institutionnel, au plan politique, au plan socio-économique, au plan de l'intégration sous-régionale, même si sur cet aspect, les regards ne sont pas forcément les mêmes. Et c'est une manière de la CEDEAO, pour la CEDEAO de dire que c'est vrai, vous voulez nous quitter, mais sachez que si vous nous quittez, vous n'aurez plus ces avantages-là. Oui, ça va de bonne guerre que la CEDEAO présente ses conséquences dramatiques, comme on appelle, pour les deux parties, c'est-à-dire qu'il partit les pays de l'AES et la CEDEAO en tant qu'institution. C'est-à-dire que là où nous sommes actuellement, je pense que si nous parlons des 17% de la population que forment les trois pays de l'AES dans la CEDEAO, ou les 10% des PIB apportés par ces pays dans la CEDEAO, il faut aussi comprendre que leur départ a d'autres conséquences sur la mobilité des personnes et des biens quand même dans la sous-région. Parce que c'est un espace intégré que nous jugeons quand même mieux intégré sur le continent africain. Mais ces pays ont quand même analysé les conséquences de leur retrait avant de prendre cette décision. Toutes ces chapelets de conséquences que la CEDEAO est en train d'égrener actuellement,
ça existait avant, tout le monde en est conscient, avant que nous voyions les conséquences sur le terrorisme sur les populations de ces trois pays. Mais les accords qui sont en train d'évoquer actuellement, les 100 millions évoqués, comment on appelle, que chacun a pu, de dollars par la CEDEAO, oui, par le MOA, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme sur le plan général de la CEDEAO. C'est vrai, c'est une bonne chose, mais est-ce que ça a des conséquences, des impacts positifs sur l'effort de guerre dans ces trois pays? La CEDEAO dit aussi avait financé des initiatives pour l'armement de ces pays-là, pour lutter contre le terrorisme. C'est pas aussi quelque chose. Je vais vous dire, monsieur Dr Guillaume, c'est-à-dire que si vous êtes un pays membre de la CEDEAO aujourd'hui, vous voulez acheter des armes pour votre armée, vous devez signaler les types d'armes, le nombre et tout ce que vous voulez à la CEDEAO. Et cette CEDEAO est contrôlé d'une façon indirecte par des puissances qui le financent. Par exemple, la France qui finance par exemple la CEDEAO. C'est cette France-là qui cadre souvent les institutions de cette CEDEAO. Et si vous allez déclarer les types d'armes que vous voulez acheter pour votre armée, alors que par exemple le Mali avait suivi un embargo contre les armes à un moment donné, l'armée malienne a été affaiblie par forcément directement la France, mais indirectement à travers la CEDEAO d'une manière ou d'une autre. Et il faut le préciser. Les gens le savent aujourd'hui que cette CEDEAO vraiment a fait beaucoup pour ces trois pays, mais a aussi des implications qui ont freiné le développement de ces trois pays. C'est pour cela qu'ils ont eu cette, comment on appelle, idée de sortie. Ce que nous pouvons faire, quelle piste nous pouvons adopter actuellement, c'est de trouver des moyens pour essayer de signer des accords, surtout avec les pays qui ne sont pas membres de l'UMOA, avec ces trois pays. Par exemple, en matière de libre circulation des personnes et des biens, si les pays membres de la CEDEAO veulent vraiment du bien à leur population et aux populations des pays de l'AES, que chaque État signe un accord bilatéral en matière de libre circulation des personnes et des biens avec ces pays avec chacun des pays de l'AES. C'est-à-dire qu'à leur départ, ils sont plus membres de la CEDEAO, mais on garde les accords qui sont positifs de façon bilatérale. Voilà. Et l'AES ou les pays de l'AES peuvent être par exemple des membres, comment on appelle, des membres... Des observateurs ou des membres observateurs au sein de la CEDEAO. Ça va permettre toujours de garder de bonnes relations avec ces trois pays, mais avec ces chefs d'État, comme on appelle, qui sont venus par des coups d'État à la tête de ces trois pays, je vois mal que ces trois chefs d'État acceptent aujourd'hui de revenir dans la CEDEAO. Ça serait très difficile. Tout ce que la CEDEAO a dégrainé, c'est très bon, c'est très bien, c'est bien beau, tout le monde est d'accord par rapport à ça, mais est-ce que ça vraiment a attiré vraiment l'attention de ces trois pays à revenir? Je ne crois pas. Ce qu'on peut faire peut-être, à la rigueur, si dans ces trois pays, on arrive à connaître l'alternance, comme on appelle, d'une façon régulière à la tête de ces pays, les présidents qui seront élus et leur Assemblée nationale, peut-être que la CEDEAO peut le faire, comme on appelle, la Cour de revenus, comme par exemple la Mauritanie qui pouvait de revenir. Alors, Théo, que dire de cette situation? La CEDEAO rappelle quand même à ces pays que vous voulez me quitter aujourd'hui, mais hier, nous avons pu vous aider à acquérir peut-être des financements des États-Unis, à acheter des armes pour lutter contre le terrorisme. Nous avons favorisé l'intégration de vos communautés au sein de nos communautés. Et si vous nous quittez, ça va poser des problèmes à tout le monde. Vous savez, si Dieu me reçoit aujourd'hui, il me demande un seul vœu. Je lui demanderai de rayer la CEDEAO dans la liste des institutions. Pourquoi? Très simple. Comment un regroupement de chefs d'État s'organise? De pays. De chefs d'État. Pays, je ne le sens pas en tant que population, comme disait lui. Absolument pas. Je ne sens rien. Je n'ai rien senti. Je n'ai jamais rien senti. Et je partage la position de lui. En fait, je demanderai à Dieu de nous faire oublier la CEDEAO. C'est un regroupement de chefs d'État qui s'organisent à conserver leurs privilèges. Ils se soutiennent en maltraitant les peuples. Et Dieu seul sait que si une institution a été créée par nos chefs d'État, pas par les peuples, par les chefs d'État, dans l'optique de se maintenir au pouvoir, dans l'optique de s'arranger ensemble, dans l'optique de développer une solidarité, même en cas de mauvaise piste. Exemple, le président de la Guinée-Bissau
lorsque le président Macky Sall a voulu reculer les élections, il l'a félicité. Mais non, heureusement, s'il le fait au Sénégal, il ne va pas rentrer. Ce n'est pas des menaces. Hein. Il n'a pas le droit de s'exprimer dans notre situation nationale. Il n'a qu'à gérer son pays. Il n'a aucune leçon à nous donner. Il n'a aucun ordre à nous donner. Il n'a pas s'occuper de son pays. Là, nous savons... non, il ne doit pas. En tant que président, non. Mes amis, par élégance, vous savez, par élégance, tu ne dois pas exprimer sur la situation de nos pays. Et lui, il est sûr, il est certain que nous sommes mécontents vis-à-vis de ce qui se passe. Donc la CEDEAO, c'est un regroupement de chefs d'État, ils s'organisent. Maintenant, là où nos chefs d'État doivent avoir honte, et je précise exactement là où ils doivent avoir honte, ils disent nous avons une CEDEAO. D'où vient l'argent pour financer les activités de l'étranger? Ils ne sont même pas capables de réfléchir sur une orientation robuste, sur une orientation précise pour amener les populations à sentir la CEDEAO. Et cela me fait penser à des amis comme Sanda Maïga, comme le président Amidou, comme le ministre Abdoulaye Diop, qui estiment qu'aujourd'hui, se regrouper en communauté ne nous apporte absolument rien. Ce qui veut dire, et lui l'a dit tout à l'heure, ils ont bien réfléchi. Ils ont posé le pour et le contre. Ils se sont dit, partir c'est mieux. Maintenant, en partant, moi, le seul regret que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, nos pays en souffrent. Et nous, les populations, y compris quand je parle des pays. Par exemple, un Béninois qui avait installé un commerce avec un Nigérien sur un business florissant, il perd. Parce que tout simplement, la CEDEAO a dit au Bénin de rompre les liens commerciaux avec le Niger. Donc, la situation économique est déséquilibrée entre ces deux acteurs. Pareil, lorsqu'on a eu les sanctions pour le Mali, mais il y a énormément de Sénégalais qui se battent au quotidien, qui se retrouvent confrontés à des difficultés d'évacuer leurs marchandises. Il paraît que 60% des produits du Mali passent par Dakar. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? La CEDEAO nous empêche même de voyager en disant aux compagnies africaines de ne pas servir la destination des autres pays. Et le pire, comme il l'a dit tout à l'heure, je le subis régulièrement. Je traverse la frontière Lomé-Cotonou. Mais des fois, j'ai envie de me dire, est-ce que réellement, il ne faudrait pas nous retirer la CEDEAO dans nos cartes d'identité et dans nos passeports? Exemple. Bon, je suis désolé de le dire. En tant que Français, quand je quitte Paris pour aller au Luxembourg, je ne suis pas contrôlé du tout. Parce qu'il y a un espace créé de libre circulation des biens et des personnes. Donc, il n'y a aucun problème. Maintenant, pour terminer là-dessus, vous savez, la CEDEAO, de mon point de vue, ne profite forcément pas au peuple. Je les sens uniquement lorsqu'il y a les grands débats où on dépense beaucoup dans les hôtels. Ils se retrouvent pour discuter des points les plus inutiles pour notre avancement. Ils se regroupent pour discuter de comment partager l'Afrique. Ils se regroupent uniquement avec le financement des partenaires étrangers pour nous donner l'impression qu'ils travaillent, mais en réalité, rien de tout ça. Donc si Dieu me reçoit ce soir, la première chose que je vais lui demander, c'est de retirer dans la liste des institutions internationales ou nationales ou supranationales ou sous-régionales la CEDEAO. On redit ça et on continue à vivre. Nous allons marquer une nouvelle pause et on revient pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous consacrons bien évidemment au Togo.